Pour étudier le potentiel d'action des neurones, il faut enregistrer l'activité des neurones. Pour cela, on utilise les techniques d'électrophysiologie de patch clamp que nous avons décrites au chapitre précédent et qui sont aussi en annexe. On enregistre l'activité d'un neurone en patch clamp en configuration cellule entière. Ici, le neurone est symbolisé par une cellule ronde. Donc on est en configuration cellule entière et on se met en mode courant imposé afin d'enregistrer les changements de potentiel de la membrane du neurone. On est ici à un potentiel de moins 80 millivolts. On voit qu'à ce potentiel, le neurone est silencieux. Et si on envoie à travers l'électrode de patch un saut de courant positif, on enregistre une légère dépolarisation de la membrane. Si maintenant on augmente l'intensité de ce saut de courant positif par échelon, on voit que la membrane se dépolarise de plus en plus et que cette dépolarisation est proportionnelle à l'intensité de l'échelon de courant. On dit que cette réponse est ohmique. Mais à partir d'un certain seuil de dépolarisation, on voit apparaître un signal de grande amplitude, brusque et de faible durée. On voit ici l'échelle de temps, à peu près 1 milliseconde, et qui revient à la normale. C'est un potentiel d'action. Un potentiel d'action, c'est donc une dépolarisation soudaine. On voit ici qu'à partir d'un seuil, on a une phase de dépolarisation, puis une phase de repolarisation. Et la dépolarisation est très rapide. C'est bref, on voit ici l'échelle de temps, tout ou rien, c'est-à-dire soit on n'a rien, soit on a tout. Et on voit ici, par exemple, si on avait augmenté l'intensité du courant dépolarisant, eh bien, on aurait toujours la réponse de même amplitude. Donc, soit il est rien, soit il est tout. Pour un neurone donné, un potentiel d'action a toujours la même amplitude. Et ici, il y a un seuil à partir duquel il apparaît, un seuil de dépolarisation. Revoyons les caractéristiques du potentiel d'action. À partir d'un potentiel seuil, ici on a l'échelle de potentiel, on a une phase de dépolarisation. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Ça veut dire que la face interne de la membrane est de moins en moins négative par rapport à la face externe, et même s'inverse, c'est-à-dire qu'elle devient plus positive que la face externe. Puis ensuite, la membrane se repolarise et revient vers des valeurs initiales. À quoi sont dues ces deux phases? Pour savoir quels sont les ions impliqués, puisque ce sont toujours des ions qui sont impliqués dans les signaux des neurones, on utilise des bloquants de canaux ioniques. Donc on a le TEA ici, qui est un bloquant de canaux potassiques. Et ce qu'on voit, c'est que si la phase de dépolarisation est la même, la phase de repolarisation est beaucoup plus longue. Donc il semblerait que les ions potassium jouent un rôle dans cette phase de repolarisation, mais pas dans la phase de dépolarisation. Si maintenant, toujours à partir d'ici, on ajoute du TTX, c'est-à-dire de la tétrodotoxine, qui est un bloquant de canaux sodium, eh bien, on voit ici qu'on n'a plus rien, plus de potentiel d'action, on a juste la réponse ohmique. On dit que les ions sodium et potassium sont sans doute impliqués dans le potentiel d'action, et les ions potassium dans la phase de repolarisation, alors que les ions sodium, on ne sait pas si c'est la phase de dépolarisation toute seule ou bien la phase de dépolarisation et de repolarisation. Testons si d'autres ions ne seraient pas impliqués dans ce potentiel d'action enregistré ici. Si on ajoute un bloquant de canaux calcium, plusieurs bloquants même, eh bien on ne voit rien, aucun changement. On enregistre toujours le même potentiel d'action. Si on ajoute un bloquant des canaux chlore, il ne se passe rien non plus. Donc il semblerait que ces deux ions ne soient pas impliqués. Pour vérifier, on peut aussi supprimer les ions calcium extracellulaires. Et on voit que ça ne change pas ce potentiel d'action ici. Et on peut aussi remplacer les ions chlore extracellulaires par des anions non perméants qui sont équivalents et il ne se passe rien non plus. Donc là, on en est sûr, les ions calcium et chlore ne sont pas impliqués dans le potentiel d'action qui s'appelle sodique et nous allons voir pourquoi. L'hypothèse que nous avons donc suite à ces expériences, c'est que les ions potassium participent à la phase de repolarisation ici, alors que les ions sodium participent à la phase de dépolarisation ou aux deux phases, on ne sait pas encore, dépolarisation et repolarisation. On va commencer par essayer de comprendre le rôle exact des ions sodium. Afin de mieux comprendre l'ordre dans lequel les courants sodium et potassium participent au potentiel d'action, nous allons maintenant enregistrer des courants et pour ce faire, on va enregistrer en mode voltage imposé. Donc on enregistre en patch clamp
en configuration cellule entière ici, et en mode voltage imposé, les courants qui traversent toute la membrane du neurone. Donc, on maintient le potentiel de membrane à moins 80 mV et on donne un saut de voltage dépolarisant. On voit que tant que le potentiel est maintenu à moins 80 mV, le courant est stable, c'est un courant de maintien, et dès qu'il y a un saut de potentiel dépolarisant d'une amplitude suffisante, eh bien on enregistre un courant négatif vers le bas suivi d'un courant positif. Ici, il s'agit d'un courant entrant, par définition. Les courants négatifs sont des courants entrants de charge plus, suivis d'un courant sortant de charge plus. Ceci est expliqué aussi en annexe. Si maintenant, on remet les bloquants que nous avons vus tout à l'heure, donc on va mettre la tétrodotoxine bloquant des canaux sodium. Toujours la même expérience, potentiel de maintien à moins 80 mV, saut de potentiel dépolarisant. Eh bien, on voit tout de suite que le courant entrant a disparu. Par contre, il reste le courant sortant. Donc, il semblerait que ce courant entrant ici soit un courant d'ion sodium. Et que ce courant sortant ici serait un courant sortant de potassium. Nous allons le vérifier avec l'expérience tétraéthylammonium, un bloquant des canaux potassium du potentiel d'action. Donc on voit maintenant que le courant entrant est présent, il est plus large qu'ici, et que le courant sortant a disparu. On peut donc en déduire que le courant sortant est sensible au TEA et que c'est donc un courant sortant d'ion potassium. On sait maintenant qu'un courant sodium est responsable de la phase de dépolarisation du potentiel d'action. Il s'agit d'une entrée d'ion sodium chargé plus qui bien sûr dépolarise la membrane puisqu'on va avoir un excès de charge plus à l'intérieur de la membrane. Ce courant sodium est suivi par un courant potassium qui permet la phase de repolarisation. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une sortie d'ion potassium chargé plus et donc l'intérieur perdant des charges plus se repolarise. Quand on regarde cet enregistrement, on peut se poser plusieurs questions. Pourquoi est-ce que cette phase ici, le courant entrant sodium, est le premier courant qui apparaît? Et pourquoi est-il entrant et pourquoi est-il si bref? On peut aussi se demander pourquoi le courant sortant potassium est décalé dans le temps par rapport au courant sodium et pourquoi est-il plus long? Donc nous allons maintenant étudier ces deux courants, sodium et potassium, l'un après l'autre.